Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Carib ce soir. On est très heureux d'accueillir Gilles Marchand. Je vais pas dire pour la combienième fois, parce que avec ses nombreuses casquettes, on l'a déjà accueilli à plusieurs titres en fait ici. Le plus souvent comme éditeur, il faut le reconnaître, mais également pour le roman de Bolagno il y a maintenant un peu plus d'un an. Et ce soir donc on va parler de Une bouche sans personne, et qui est paru aux Forges de Vulcain en fait il y a quelques semaines. Bon, c'est un roman qu'on a vraiment beaucoup aimé. On va essayer ce soir en fait de vous en parler en supposant que personne ne l'ait encore lu, ce qui est évidemment illusoire, mais en tout cas de faire comme si on allait éviter de vous révéler de quoi ça parle exactement. Merci. Donc, alors je vous propose en fait on va... Gilles a eu en fait la prévoyance et la gentillesse de faire démarrer en fait son roman par un chapitre 0 qui met les cartes sur la table. Il n'y a rien dans les manches, il y a rien de caché, qui dit exactement ce qui va se passer. Et c'est un texte court et magnifique en soi, donc cette introduction, donc je vous propose de commencer par ça. Donc c'est le chapitre 0. J'ai un poème et une cicatrice. De ma lèvre inférieure jusqu'au tréfonds de ma chemise, il y a cette empreinte de l'histoire, cette marque indélébile que je m'efforce de recouvrir de mon écharpe, afin d'en épargner la vue à ceux qui croisent ma route. Quant au poème, il me hante comme une musique entêtante, ces mots rampent dans mon crâne d'où ils voudraient sortir pour dire leur douleur au monde. Poème et cicatrices font partie de moi, au même titre que mes jambes, mes bras ou mes omoplates. Je ne me sens pas tenu de les examiner pour savoir qu'ils existent, j'ai seulement appris à essayer de les oublier. Voilà pour mon armoire à souvenirs. J'ai pris soin de la cadenasser solidement, et la plupart du temps cela marche. C'est la seule solution pour rester, à ma manière, assez heureux. Mais les cadenas sont fragiles, et il est impossible d'oublier une cicatrice lorsque celle-ci fait office de masque que l'on ne peut retirer. Voilà, donc c'est tout ce qu'on dira en fait sur ce qui se passe dans ce roman. Non, c'est pas vrai. On va vous en dire un tout petit peu plus. Il y a donc un narrateur, c'est lui qui parle, hein, qui a donc un poème et une cicatrice, et on va essayer d'élucider ce soir en quoi consiste ce poème, et peut-être cette cicatrice, on verra. Ce narrateur, vit effectivement avec ce stigmate de quelque chose qui s'est passé dans son enfance et qu'il a effectivement appris à essayer d'oublier en se dissimulant sous une écharpe, en se dissimulant sous un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments des habitudes, de vie, d'habitude, de quotidien, de profession, de routine extrêmement minutieuse. Et cette espèce de stase en fait dans laquelle il s'est forcé à s'installer pour souffrir moins va au fil du roman se mettre à changer, à muter sous l'influence de diverses choses, mais notamment d'un endroit en fait qui fait partie pourtant de sa routine extrêmement calibrée, un café, un bête café du coin, où il a en fait quelques amis, dont la propriétaire du café, et il s'y retrouve après le travail en fait le soir, et dans cet environnement va naître en fait pour la première fois peut-être de sa vie, une envie de se confier, parce que justement le climat le permet, enfin on en parlera tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'il va se confier, il va commencer à raconter des éléments de souvenirs qui lui reviennent, qui l'exhument, donc dans une douleur qui est supportable, jusqu'à quel point elle est supportable, et donc pour nous, il va revivre, et on aura donc l'explication à la fin dont on ne parlera pas de tout ça. Alors bien entendu, moi je pense que son histoire au fond avec son petit H, c'est pas très important. Ça structure l'ensemble du roman, mais c'est pas nécessairement vital. Donc c'est sans regret qu'on ne parlera pas en fait de la fin. Alors pour éviter en fait de parler de l'histoire, du récit, on a choisi en fait de faire un exercice un peu inhabituel. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Gilles a accepté de réagir à des mots-clés en fait qui sont normalement un peu connectés quand même au roman, et de voir ensuite ce que ça lui inspire, ce que va faire. Donc ça sera parfois peut-être un peu ésotérique, parce que vous direz mais qu'est-ce que ce mot vient faire là. Donc Gilles prendra la responsabilité de vous donner les explications suffisantes
Sachant que je connais pas les mots-clés, hein, donc voilà, je décline toute responsabilité. Donc, il y a également un exercice d'improvisation. Et on va commencer tout de suite avec un mot facile pour commencer, Beatles. Les Beatles, Voilà, donc. les Beatles. Alors, les Beatles, c'est un groupe qui a commencé à Liverpool. Enfin non, je vais faire plus simple. Les Beatles. En fait, moi, ce que j'aime dans la littérature en général et enfin, dans toutes les relations que je peux avoir, c'est l'obsession. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que des personnages obsédés, quelle que soit leur obsession. J'avais parlé ici dans le cadre de Libraire d'un soir, de Shangri-La, qui est un livre sur un obsédé du surf. J'avais parlé aussi de David Peace, qui avait écrit Rouge ou Mort, qui était un gars obsédé par le football. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, enfin, peut-être pas rien de plus beau, mais que les personnages obsessifs sont des personnages complètement fascinants, et je trouve que ce sont souvent les personnages les plus intéressants. Alors je me suis pas posé ces questions-là en l'écrivant, hein, c'est venu plus naturellement que ça. Mais donc les personnages qui se réunissent dans le bar ont peu de choses en commun, si ce n'est, à une exception près, un goût immodéré pour les Beatles, et notamment pour un album, qui est l'album Blanc. Il se trouve que je partage aussi cette obsession, donc je suis resté cohérent. J'aurais pu choisir un disque de Britney Spears, mais je pense que ça aurait été plus compliqué à mettre en scène. Et donc, voilà, c'est un album qui est très important. Alors, au début, je pensais que c'était un peu la bande-son du livre, mais en fait, c'est assez éloigné quand même. Le livre est assez éloigné de cette ambiance-là. Mais en tout cas, c'est un univers musical qui est très présent dans les conversations et qui permet à ces gens qui n'ont rien en commun, qui se connaissent assez peu, d'avoir un fil, d'avoir quelque chose qui les relie. C'est un lien entre tous ces personnages-là, qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, qui préfèrent Robert Soule ou qui préfèrent l'album Blanc. Ça reste un lien qui les unit et qui leur permet, quoi qu'il arrive, quand ils se réunissent, quel que soit ce qui soit passé dans leur journée au travail, ils peuvent parler des Beatles, et ça, c'est rassurant. Donc oui, là ça enchaîne sur un mot, mais qui sera le 5e mot-clé, donc on va quitter un peu ce terrain, justement, pour l'instant, et parler plutôt d'une profession. Mais dans ce cas, je propose qu'on lise un extrait, en fait, Pardon. Avant de parler plus précisément, en fait. Je pense avoir deviné le mot-clé. Attends, si j'arrive à le trouver à peu près rapidement. Voilà. Pardon. Ok. Donc c'est le début du chapitre 2. On essaye de rester vers le début. Et donc c'est le 3e chapitre. Voilà. L'espace d'un instant, je suis tenté d'enlever mon écharpe et de la jeter dans le caniveau. Mais je n'ose pas. À la manière d'un joueur de foot qui a manqué un penalty, je revis en boucle ce moment où la soirée a basculé, lorsque le contenu de la tasse est passé à quelques centimètres de sa cible. Je marche sans fin, prenant les rues au hasard pour me calmer, pour penser à autre chose. Parce que marcher sans fin au milieu de la nuit me paraît être la seule option qui s'offre à moi. Ma déambulation me conduit devant un bar d'où s'échappe un bruit infernal. Je ne sais pas ce qui m'y pousse, moi qui suis tant réfractaire à ces lieux de vie nocturne, mais je passe le seuil sans la moindre hésitation. Mes yeux mettent un certain temps à s'habituer à l'obscurité, mais je parviens à me diriger vers la seule table disponible tout au fond de la salle. Les gens crient, parvenant difficilement à s'entendre par-dessus la musique. Je commande un whisky pour noyer le bilan de ma vie sociale. Je suis comptable. Je compte, je recompte, je décompte des colonnes de chiffres dont je remplis des feuillets, dont je remplis des classeurs, dont je remplis des étagères métalliques. Tout ça est très précieux. C'est tout au moins ce dont j'essaie de me convaincre. Quand un interlocuteur me demande ce que je fais dans la vie, il change irrémédiablement de sujet dès qu'il a pris connaissance de la terrible nouvelle. Je suis comptable. Un métier en forme de maladie honteuse. Bien sûr, il y a des plaisanteries d'usage. Et tu comptes quoi ? La première fois, j'ai souri, la deuxième également. Et sans vouloir réécrire l'histoire, je pense être à peu près certain d'avoir fait l'effort les 3e et 4e fois. La patience n'étant pas ma plus grande qualité, je suis passé dès la 5e à un demi-sourire se résumant à la contraction de la commissure gauche de mes lèvres. À la 10e, j'ai adopté un regard glaçant que je maîtrise à présent à la perfection. Il m'est arrivé de me sentir d'humeur badine et de répondre « Je compte quoi ?» Eh bien, c'est une excellente question. Et je pars pour la demi-heure la plus longue de la vie de mon interlocuteur.
C'est assez jouissif d'observer le regard de celui qui ne comprend pas que son trait d'esprit ait pu être pris au sérieux. Son expression passe de la surprise à l'ennui, puis à l'effroi lorsqu'il prend conscience que je peux faire montre d'une endurance insolente. Quand je suis dans un bon jour, je peux tenir 1 heure et demie sur le sujet, le secret étant de couper systématiquement la parole afin d'anéantir tout espoir de changement de conversation. Un débit non-stop, appuyé de données chiffrées, ne jamais négliger les chiffres après les virgules, d'anecdotes à base de calculatrices ou de règles de 3, et la liste exhaustive des manuels dont j'estime la lecture indispensable pour devenir un bon comptable. Si ça ne suffit pas, je raconte ma journée. Expliquer mon métier est un excellent moyen de ne plus être invité à tort et à travers. Fini les repas et les pauses obligatoires sous prétexte que l'on fait plus ou moins partie de la même énorme entreprise. Et toi, tu fais quoi ici? Je ne crois pas t'avoir déjà vu. Je suis comptable. Et tu comptes quoi? Mauvaise pioche, mon bonhomme, je suis devenu le mauvais convive, le raseur, mais j'ai gagné en tranquillité. Je suis rentré dans la boîte alors que j'avais à peine dépassé la vingtaine et à présent que ma quarantaine a déjà dépassé son mi-temps, j'ai acquis l'expérience nécessaire à l'obtention d'un environnement professionnel d'asset. Il semble aller de soi que l'on s'entende bien avec ses collègues, que l'on s'épanouisse dans son métier, que l'on considère le monde de l'entreprise comme une grande famille, une grande fraternité ou mieux une tribu. Avec ses rites de passage, ses célébrations et ses événements que l'on partage dans une grande communion bureaucratique, administrative ou commerciale. Je ne critique pas le système, personnellement je passe ma journée sur des cahiers remplis de chiffres et de dates, le tout bien ordonné en colonnes et en lignes. Mon bureau doit faire 10 mètres carrés et lorsque j'en sors, ce n'est pas dans l'espoir de me créer un nouvel ami, un gobelet de café ou une coupe pétillante à la main. J'y entre le matin, j'en sors le soir, aussi étonnant que cela puisse paraître, je parviens très bien à boire un café seul, à fumer une cigarette seul et à griffonner dans mes carnets seul. Donc, je parierai pour le prochain mot-clé sur le mot comptable. Absolument. Voilà. Juste voilà, parce que c'est dans l'organisation de son déguisement, hein, de ce narrateur, donc de sa protection, de sa sécurité, voilà, il a choisi ce métier de comptable. Et donc, je voulais un métier qui fasse rêver. Voilà. Un métier un peu mystérieux. Et non, je voulais surtout un métier dont on n'a pas forcément... Alors, maintenant, j'ai pris l'habitude de faire plus attention, parce que la première fois que j'en ai parlé, c'était à Lyon, et j'ai dédicacé 4 livres à des comptables dans la foulée, et ça m'a mis un peu... Enfin, je savais pas trop de... Je connais pas bien l'humour des comptables, je sais pas comment ça se passe dans... Des comptables dans le... Est-ce que... Alors, donc voilà, s'il y a des comptables... Voilà. Donc, non, je voulais un métier qui soit un métier, voilà, qui ne fasse pas personne... Enfin, je connais pas d'enfants, j'en connais bien 2 personnellement, les miens, et si un jour ils me disent qu'ils veulent devenir comptable, je serais un petit peu désarçonné. Et je voulais, voilà, un métier dont on n'a pas forcément envie de parler le soir quand on rentre chez soi le soir. Il n'y a pas de conte avec des contes, enfin, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas de conte où les princesses tombent amoureuses d'un comptable. En général, c'est vraiment le personnage secondaire, celui qui est dans l'ombre. Et ce qui était important pour moi, c'est que c'est surtout le cadre qu'offre la comptabilité. Je voulais que ce soit un métier qui ne soit pas lié à l'imagination, que ce soit comme une carapace qui protège vraiment ce narrateur, qu'il occupe son temps en fait, face à ses cahiers, qu'il travaille, son esprit ne puisse pas s'évader. Une espèce de mini prison avec une calculette. D'ailleurs, ça sera, enfin, je pense, là, j'essaie de ne pas trahir de choses, mais dans l'effet de bascule qui se produit peu à peu, hein, tout au long du roman, un des moments clés pour moi, c'est le moment où la carapace comptable, justement, est elle-même minée, et où il arrive des choses là qui viennent de l'humour comptable assez étonnant, enfin, où le comptable devient joueur, ce qui est normalement pas sa vocation première, en effet. Non. Et du coup, ça introduit un élément de déséquilibre assez étonnant, qui est à peu près vers le milieu, en fait, hein, du livre, justement. On sent bien que si même la comptabilité commence à manquer un peu de fiabilité, il se passe des choses. Donc le troisième mot, alors dans un registre très différent, mais parce que je trouve qu'il irrigue le livre, mais c'est la bienveillance. Et le temps que tu reprennes une seconde pour réfléchir, je dirais que c'est aussi, paradoxalement, dans les nouvelles en fait de Gilles, donc qui sont disséminées dans différents recueils des excellentes éditions Antidata, il y a une de ces nouvelles qu'on peut croire loin du mot bienveillance en apparence, qui s'appelle Le Premier Tour, dans le recueil Jusqu'ici tout va bien, qui sont 12 nouvelles sur la phobie.
Et pourtant, c'est une nouvelle qui respire en fait la bienveillance à toutes ces pages. Et c'est quelque chose qui est très présent, je trouve, dans l'écriture de Gilles, et qui est très présente aussi dans le Bouche sans personne. Donc voilà. Je pense que je suis fondamentalement quelqu'un de gentil, déjà. Et ah non, c'est difficile de répondre à cette question. La bienveillance. T'as le droit à un ou deux jokers. Oui, mais j'hésite à l'utiliser et en même temps j'aime bien les questions compliquées. Enfin, ça me permet d'avoir une autre lecture sur mon travail. Ça me permet de comprendre de comprendre ce que j'ai écrit, enfin de le regarder différemment, disons. Oui, pour moi, en tout cas, justement, par rapport à la comptabilité et au monde de l'entreprise, c'était important de griffer, mais pas trop profondément. Je ne voulais pas que mon personnage se sente supérieur à ses collègues. Qu'il se sente extérieur au monde de l'entreprise, c'était une chose, mais je ne voulais pas qu'il ait un regard condescendant. J'aime pas je voulais pas qu'ils tombent dans le discours un peu facile. Regardez-moi tous ces cons, moi j'y suis, mais je suis pas comme eux. Enfin voilà. Je voulais qu'ils se sentent avec eux, mais en même temps loin d'eux. Et alors je réponds vraiment que sur une partie du texte, mais après c'est vrai que autant j'adore dire des grands mots. Mais j'ai expliqué, enfin, c'est un truc que j'explique assez jeune à mes enfants. Il y a 3 circonstances où on peut dire des grands mots. Quand on se fait mal, quand on fait du rock, et la troisième, c'est quand on écrit des livres. Mais j'arrive pas à utiliser cette dernière option. Je crois que j'avais un putain dans le livre que j'ai dû remplacer par un foutu. Je sais pas pourquoi, j'ai pas la réponse. Je suis pas quelqu'un je suis bien élevé, hein. Je dis si mes parents écoutent l'enregistrement, je pense avoir été très bien élevé. Mais j'aime beaucoup la grossièreté de temps en temps, ça peut être libérateur, mais dans ce que j'écris, ça marche pas. Enfin, mais voilà. Bon, j'ai pas complètement répondu, mais là, demain, je t'appellerai peut-être pour te... Il y a aussi la bienveillance des amis du café. Qui se portent les uns aux autres, en fait. Ouais, mais ça va être dans 2 mots-clés. J'ai rien dit. Donc voilà, justement, avant un autre extrait, le 4e mot-clé est 3 mots-clés, en fait. Boulangerie, météorologie et sortir le chien. D'accord. Boulangerie, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le personnage donc le personnage principal est comptable et toute sa vie est réglée du matin au soir. Il part de chez lui, il prend le métro, il arrive au bureau, il compte toute la journée jusqu'à la fin de la journée, il reprend le métro, il passe acheter son pain et il repasse chez lui rapidement et il va rejoindre ses amis dans le bar. Mais tout le temps qui se passe entre son réveil et le bar est complètement millimétré. Donc tu m'as dit boulangerie, météorologie. Et sortir le chien. Et donc entre le moment où il sort du métro, donc et le moment où il rejoint le bar, il y a deux rencontres qui rythment sa journée. Il y a sa boulangère. Et moi j'ai un vrai problème avec les boulangers, en règle générale. Pour 2 raisons. Une qui n'apparaît pas dans le livre parce que ça se passe à la fin des années 80 et à la fin des années 80 il n'y avait pas ce problème-là. C'est que maintenant c'est très difficile d'acheter une baguette. On veut immédiatement vous fourguer une baguette tradition et ça je trouve ça insupportable. On a l'air vraiment du dernier des abrutis si on achète une baguette qui n'est pas une baguette tradition. On sait même pas de quelle tradition il s'agit, mais peu importe, on nous fourgue une baguette tradition. Et la deuxième chose qui me met extrêmement mal à l'aise, c'est l'usage de la conjugaison dans les boulangeries où les gens s'obstinent à vous parler au futur. Et on dit avec ça vous prendrez et on sait jamais si on doit leur répondre au futur ou si on doit leur répondre au présent et c'est désarçonnant. Si on leur répond au présent, grammatical, ça marche plus. Et si on a l'impression de les agresser un petit peu, et si on leur répond au futur, on a l'impression de trahir des années d'apprentissage de la langue. Voilà. Donc
Et là, il se trouve que la boulangère, en plus, elle fait une spécialité de prédire la météo, mais qui est une prédiction immédiate. En gros, elle constate, elle dit, il fait beau aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui, ce que tout le monde a déjà constaté, mais elle se sent un petit peu obligée d'aborder ces questions entre deux baguettes tradition. Le troisième mot-clé, c'était sortir le chien. Tous les soirs, il rencontre la même dame, qui est donc qui est appelée la dame au chien parce qu'on ne sait rien d'elle, qui fait partie un petit peu de ces personnages qu'on croise régulièrement. Quand j'étais étudiant, j'avais un Indien que je voyais partout. J'habitais à Bordeaux et où que j'aille, il y avait un petit Indien. Mais enfin, pas un Indien, pas avec des... J'avais pas d'hallucination, c'était pas un Indien avec des plumes, un petit homme qui venait d'Inde et qui marchait, l'air un peu lugubre, assez jeune, enfin bon. Et ça fait partie de ces figures comme ça qui m'ont, voilà, qui sont toujours surprenantes. Et lui, tous les soirs, donc, il croise cette dame qui promène son chien et qui est un petit peu effrayée par sa présence et qui a surtout extrêmement peur qu'un jour, le narrateur lui adresse la parole. Voilà. Je vais lire un extrait, en fait, qui introduira le mot-clé suivant. D'accord, vas-y. De la buée sur la vitre. Difficile de voir à l'intérieur. Il n'y a encore personne. Des bougies sur les tables, éteintes pour la plupart, une odeur de tabac froid et de bière, un peu de transpiration et peut-être un zeste d'humidité. Comme chez moi, la peinture des murs se craquelle, elle devait être blanche à l'origine. Ou jaune, difficile de s'en faire une idée chromatique précise. De vieilles affiches de cinéma sont punaisées au mur, la plus grande est celle de Forbidden Planet. Une espèce de robot, bonhomme Michelin noir et légèrement effrayant, qui porte dans ses bras une jeune femme. En arrière-plan, des montagnes, une planète avec un anneau et une soucoupe qui, bien que posée sur le sol, ressemble à l'idée que l'on se fait d'une soucoupe volante. La femme est blonde et il faut y regarder à 2 reprises pour être certain qu'elle est vêtue. Chaque fois que mon regard croise cette image, je ne peux m'empêcher de vérifier que la robe est toujours en place. Sur les tables, les cendriers sont pleins, débordant parfois sur les ronds dessinés par les fonds de verre. Les chaises bancales sont bien en place, tout comme le parquet rayé, et un vieux parapluie oublié dans l'entrée il y a 2 ans. Personne n'est revenu le chercher et personne n'ose jamais le récupérer, y compris lorsqu'il pleut des cordes. Il fait partie de la décoration au même titre que l'affiche ou la vieille horloge qui ne fonctionne plus. Dans le fond de la salle, une autre affiche. Organisation d'une tombola il y a 10 ans. La date est à moitié effacée, mais c'était en 1978. Elle est moche et sans intérêt. Je suppose qu'elle est là simplement parce que personne ne l'a décrochée. Lisa est au comptoir. Comme dans les films où les femmes sont au comptoir, comme dans les photos où les femmes sont au comptoir, comme dans les tableaux où les femmes sont au comptoir. Un torchon à la main, elle essuie le bar. Perdue dans ses pensées, elle ne m'a pas vu. Je l'observe de 3/4 arrière. Sa nuque, une mèche de cheveux qui lui tombe sur l'épaule, ses bras qui bougent au rythme du torchon. Je reste silencieux pour profiter de l'instant. Un vieux morceau passe dans la sono. Elle s'appuie sur son coude et souffle, manifestement épuisée. Dans son dos, son chemisier épouse les formes de son corps, faisant apparaître très légèrement les reliefs de ses vertèbres, dessinant de fines empreintes comme celles laissées par l'eau et le vent sur le sable. De petites vagues régulières qui me bercent le regard et sur lesquelles je rêverais d'aller me reposer. Je me racle la gorge, c'est une valeur sûre pour manifester sa présence. Elle se retourne et sourit. Elle passe sous la lampe qui tangue au-dessus du bar, au rythme des allées et venues du ventilateur toujours allumé, quelle que soit la température. Sous la lumière, elle est encore différente. Lasse et heureuse, belle et triste. Jamais je ne parviens à savoir ce qu'elle est vraiment. Tu es le premier, me dit-elle. Je vois, il est tôt. Tard ou tôt, c'est comme on l'entend. Brassens? Non, Dao. Ah, désolé, je ne suis pas très forte en citation. Elle est pas mal, celle-là. Oui, enfin, c'est Dao. Tu n'aimes pas? J'ai rien contre. Pareil, rien pour non plus. Je suis pas fan des années 80. Moi non plus. Laissons-les se terminer et on en reparle. Café? Café. Elle allume le percolateur qui laisse échapper une volute de vapeur sifflante tandis qu'elle tape le marque sur un socle en bois, mélodie 100% arabica. L'heure étant trop avancée pour un café, elle prend soin de me l'allonger d'un trait de whisky. Une sorte d'Irish coffee sans tout le tralala. Il doit y avoir un nom pour ça, ici on appelle ça un café. Un vent froid vient me caresser les épaules. Je guette un frisson dans le dos de Lisa. Il ne vient pas. Une autre fois peut-être. Les frissons ne prennent pas rendez-vous et ne préviennent pas de leur arrivée, c'est ce qui fait leur charme. La porte est ouverte. Sam nous fait un signe de la main en posant son manteau sur le dossier d'une chaise. Il retire ses lunettes embuées et les essuie avec le bas de sa chemise. Peu satisfait du résultat, il souffle sur les verres. Petite grimace, léger sourire. Bonsoir. Salut Sam, café? Café. Sam n'a jamais été un forcené de la parole. On se connaît depuis pas loin de 10 ans, peu de temps après que la fiche de la tombola a été posée. Nous nous sommes rencontrés ici, par hasard. Une rencontre de noctambule comme une autre. Une averse soudaine, une enseigne lumineuse, un bar ouvert, une serveuse jolie et discrète, du café. Il ne nous en fallait pas plus. Nous y avons pris nos habitudes. Pas tous les soirs au début, mais 3, 4 fois dans la semaine. Nous nous posons, nous écoutons de la musique, nous jouons à la belote, nous fumons. Parfois nous discutons, mais ce n'est pas une obligation. Et donc le mot-clé est café. Café... L'endroit. L'endroit, Café d'accord. comme espace. Ok.
Oui, j'ai déjà en partie répondu alors tout à l'heure. Mais tu peux élaborer. Voilà. Alors sachant, je le mentionne juste que une des premières nouvelles que j'ai, enfin je crois que c'est le premier texte que j'ai lu de Gilles Marchand, avant même le recueil entièrement lié à la recherche d'emploi, qui est une nouvelle dans le recueil 12 cordes, qui s'appelle Un café et une guitare, et qui pour moi résonne formidablement avec cet espace, et je subodore que c'est pas complètement par hasard. Non, mais j'adore les cafés, comme beaucoup de monde. Mais là, plus que le café, c'est le lieu de rencontre, en fait, comme peuvent l'être d'ailleurs une librairie. Ça aurait presque pu être une librairie, ce genre d'endroit où une librairie où euh, on sait ce qu'on lit, mais on sait pas ce qu'on. Enfin, on sait ce que, on a un interlocuteur, on sait ce qu'il lit. On peut parler de plein de choses, enfin de littérature en l'occurrence, pas que, hein, obligatoirement, sans savoir d'où l'on vient. Et là, c'est toute l'histoire de ces gens qui se réunissent là, qui ont atterri tous là par hasard, et qui s'y retrouvent soir après soir pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, enfin pour tromper leur solitude, pour passer un bon moment, et au fur et à mesure que le narrateur commence, enfin c'est pas au fur et à mesure, c'est en fait ce qui va déclencher son récit, c'est qu'il va se rendre compte que ses amis du café représentent un petit peu sa seule famille. C'est-à-dire qu'il est tout seul, il était persuadé, il avait jamais réalisé que ces gens-là étaient ses amis, et un jour il va réaliser qu'en fait ces gens-là sont sa seule famille. Et c'est pour ça qu'il va commencer, c'est ce qui va le libérer en fait, c'est de réaliser ça. Euh, que, que c'est avec ces gens-là qu'il va pouvoir, que c'est à ces gens-là qu'il va pouvoir raconter son histoire et à personne d'autre, tout simplement. Moi, je trouve que tu as fait tout un travail parce que ce café donc occupe donc un rôle, enfin physique vraiment central dans le roman. C'est vraiment le lieu où tout se joue. Hein, et et c'est assez étonnant parce que tu as réussi, je trouve, tu l'as pas du tout embelli ce café. Il est terriblement ordinaire. Il est propre, mais juste propre. Hein, et voilà, c'est pas un truc tout clinquant où tout a été refait, où on a investi un max. Et il dégage de la chaleur en permanence. Mais oui, parce que je pense que les cafés qui dégagent le plus de chaleur sont pas les cafés refaits à neuf. On a tous dans nos quartiers des exemples de cafés qui ont été refaits, qui ont été remodernisés ou remis au bout d'il y a 50 ans, qui en pratique sont très beaux, mais dans lesquels on s'y sent pas très bien. Moi, je me souviens, j'avais un pub à côté de chez moi où il y avait jamais personne, ça sentait pas forcément très bon, mais il y avait une chaleur, il y avait le parquet, il y avait une histoire, enfin le bois avait une histoire. Moi, j'ai des souvenirs de quand je faisais de la musique à Bordeaux, quand on jouait dans des caves, il y avait cette odeur de fumée, de bière, enfin de tabac. Et c'est quelque chose qu'on retrouve plus aujourd'hui. Alors, tant mieux pour plein de raisons, j'imagine, mais la chaleur de la salle qui a vécu existe de moins en moins. Je pense que l'aseptisation des lieux fait que ces endroits-là perdent en mémoire aussi. Dans cet espace qui est en fait à la fois très chargé effectivement de présence humaine et en même temps assez neutre, je trouve que c'est très beau la façon dont tu réussis donc par ce narrateur avec son côté, on l'a senti un petit peu, hein, son côté perpétuellement un peu en ironie aussi. Il y a beaucoup de simplicité, mais il y a effectivement une communication qui est beaucoup non verbale, qui se passe de mots. Et je trouvais que ça rendait assez bien cette atmosphère très particulière. Mais comme dans une famille, certains soirs, il y a des soirs où on peut avoir des grandes conversations, et certains soirs, il y a juste quelques mots, une manière d'être, une manière de s'asseoir qui font qu'il y a un dialogue qui se crée par les mouvements, par le morceau qu'on choisit. Et là, c'est ça, je prends l'exemple dans le livre, il compare ça à des tables de mariage où on est placé d'office, les uns à côté des autres, en fonction, la personne qui a fait la table se dit, eux ils vont bien s'entendre, lui il travaille dans ça, et lui dans ça, ils vont avoir des choses à se raconter, etc. Et donc on est obligé de passer un bon moment, bon déjà parce que c'est le mariage, on n'a pas envie de pourrir l'ambiance, et ensuite parce que quelqu'un a décidé, et c'est plutôt gentil de sa part, qu'il y avait de bonnes chances qu'on s'entendrait bien avec la personne qui est assise à côté de nous, quoi. Donc voilà, les conversations commencent par ah, tu fais quoi, machin, oui, ou comment tu les connais, etc. Mais eux, ils sont complètement en dehors de ça, en fait. Ils se retrouvent là, c'est le hasard qui les a mis en place, et il se trouve qu'ils sont bien ensemble, qu'ils aient des choses à se raconter ou qu'ils aient rien à se dire, ils sont bien ensemble. S'ils ont rien à se dire, ils se mettent un disque, ils se mettent l'album blanc des Beatles,
Et la soirée est bonne, s'ils ont des choses à se dire, ils mettent l'album blanc des Beatles, mais ils parlent en même temps. Enfin, voilà, c'est une équation assez simple, en fait. Ils se posent pas de questions, ils sont bien ensemble. Un peu comme dans une histoire d'amour, il y a des soirs où on est content de parler, et puis certains soirs on est juste content d'être ensemble au même endroit, quoi. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est une des choses, enfin, l'un des nombreux miracles, hein, dans ce texte, c'est la façon dont le café, qui est quand même un lieu dans la littérature française depuis les années 1930, hein, qui est quand même un lieu assez présent, enfin, il y a beaucoup d'exemples, mais c'est la première fois, je trouve, qu'on a, ça devient un personnage essentiel et en même temps discret, hein, de tout le monde. Sans ce café, il n'y aurait pas de roman. Et pourtant, il affirme sa présence de façon très délicate, très subtile, par moments un peu spectaculaire, quand on ne dira pas pourquoi, mais quand il y a des cartes de japonais qui commencent à arriver, effectivement, bon, ça complique un peu les choses, mais il garde quand même son esprit. Oui, il garde son esprit, et en même temps, comme dans certains lieux qu'on est content d'avoir découvert, dès que l'endroit devient trop populaire, on se sent un petit peu spolié. Et eux, ils ont cette réaction-là, et c'est un groupe de 3 personnes plus la serveuse qui inconsciemment leur appartient un petit. Enfin, ils ont l'impression d'avoir un rapport privilégié avec elle. Elle est jeune et ils la trouvent jolie. Et en même temps, le personnage principal, qui est, je pense, c'est pas un secret, assez amoureux de la serveuse ou en admiration totale. Par moment, il se dit, mais quand même, nous, on y est le soir, mais la journée, il y a d'autres clients, quoi, et c'est pas leur bar, et qu'est-ce qu'ils lui racontent, et c'est vrai qu'il y a ça dans les endroits qu'on aime. On a du mal quand on va dans un resto tous les soirs, on y va un jour à midi exceptionnellement pour prendre un café, et puis on se rend compte que Il y a d'autres habitués, en fait. qu'il y a d'autres habitués que le serveur a l'air de connaître super bien, et on a eu l'impression d'être le meilleur pote du serveur, et on se rend compte qu'il a 15 meilleurs potes à midi qu'on connaissait même pas, quoi. Donc c'est assez déstabilisant comme impression. Donc le 6e mot sera la conscience de Zéno. Alors, la conscience de Zéno, dit à Svevo. Est-ce que je peux en dire du coup, je raconte un petit peu l'histoire, enfin, je recontextualise. Le personnage... qui l'a pas lu ou qui l'a lu? Ben oui, donc tout le monde, super. Qui l'a déjà lu? Ou le tien? Non, le mien, pardon. D'accord. Non, Italo Svevo. Ah bon, pardon. Bon, bah, ok. Je recontextualise dans l'histoire. Le personnage, donc comme l'a dit tout à l'heure, va être amené à se retourner vers son passé. Et en se retournant vers son passé, donc on a compris qu'il a une cicatrice, et plutôt que de revenir, que de raconter l'origine de la tragédie qui lui est arrivée, il va décider d'y aller par des chemins un petit peu détournés, et notamment, il va se rapprocher du personnage de son grand-père qu'il a élevé, qui a tout fait pour le protéger un petit peu de cette tragédie originelle. Et donc il va se rapprocher de la mémoire de son grand-père. Son grand-père lisait un livre qui est donc La conscience de Zéno d'Italo Svevo, et c'est un moyen pour lui, il va se replonger dans ce livre parce que c'est un moyen de renouer un lien qu'il avait perdu avec son grand-père qui est mort plusieurs années auparavant. Et donc c'est presque un rapport physique en fait au livre. Il y a l'histoire évidemment, il y a certains thèmes du livre comme le thème le plus évident, enfin qui est en surface, qui est le thème du tabac. Son grand-père fumait beaucoup, lui c'est un gros fumeur également. Il y a tout un chapitre dans La conscience de Zéno sur le tabac. Et après, il y a un lien vraiment physique au livre, le fait de poser ses yeux sur les mêmes lignes lues par son grand-père, en fait. C'est presque comme s'il lui tenait la main d'une certaine manière. Plus que le fond du livre, enfin, même s'il y a évidemment des liens entre le personnage de Zéno et lui, une réflexion sur le mal-être, sur comment est-ce qu'on à quoi ça sert tout ça, est-ce qu'on peut être heureux dans cette société-là, enfin tous les thèmes de la conscience de Zéno, comment on vit avec son passé, est-ce que je suis à la hauteur, etc. Mais je pense que ce qui m'a plu, ça c'est ce qui est arrivé inconsciemment. Je pense que consciemment, ce qui m'intéressait, c'était le rapport à l'objet et le rapport affectif qui unissait ce personnage et le personnage de son grand-père, de plonger les yeux dans un livre dans lequel son grand-père avait plongé les yeux aussi.
Ouais, c'est frappant, je trouve, le fait d'avoir utilisé cette. Enfin, c'est pas le seul hein, objet marquant. Il y a des objets qui servent qui sont marquants et qui servent de marqueurs également dans le livre. Mais ce roman en fait donc d'Italo Svevo, effectivement, je trouvais jouer un rôle particulier et en effet à la fois comme objet, comme objet tactile, sensible, et en même temps comme contenu, même si ça se révèle par bouffée. Oui, c'est plus progressif. Ouais. C'est assez impressionnant. Et en fait, prouvant ainsi que l'ordre des mots-clés n'est pas choisi complètement par hasard, le suivant, c'est souvenirs d'enfance et cinéma. Et à ce propos, pour te laisser une seconde de réflexion, je voulais mentionner, enfin voilà, la dernière nouvelle de Gilles que je mentionnerai ce soir, qui est dans le recueil version originale, qui est consacré donc au cinéma, comme son nom l'indique, et une nouvelle qui s'appelle, avec un des plus beaux titres que je connaisse de nouvelles, qui s'appelle Deux demi-truites, et qui parle de souvenirs d'enfance et de cinéma d'une manière assez exceptionnelle. Donc je vous encourage aussi, si vous ne l'avez pas fait, à la lire. Souvenirs d'enfance. Alors, souvenirs d'enfance. Oui, donc comme je le disais, donc le jour où il accepte de se retourner vers son passé, il va se retourner vers son enfance et vers la manière dont il a été élevé par son grand-père, comme je le disais, qui a essayé de le protéger de la dure réalité des choses, hein, pour utiliser une formule toute faite. Mais sachant que c'était un enfant qui a une cicatrice, hein, c'est l'idée de la première ligne, en gros, qui lui va du menton jusqu'au milieu de la poitrine. Une cicatrice dont on parle pas dans le livre, enfin on a l'origine de la cicatrice à la fin, mais qui est aussi une cicatrice dans son âme, quelqu'un comme tous les gens qui ont vécu une tragédie. Son grand-père va tout faire pour occuper au maximum son esprit et pour faire en sorte qu'il puisse continuer à être, enfin qu'il puisse être heureux, qu'il puisse rire et sourire. Et à partir du moment où il lui explique que la réalité c'est souvent dur et qu'il en est malheureusement la preuve vivante, mais que le pouvoir des mots, le pouvoir de l'imagination peut sublimer tout ce qu'il arrive, tout ce qui arrive, et que si la réalité lui convient pas de problème, tu t'inventes une histoire, si tu t'ennuies, tu t'inventes une histoire, et il lui a appris vraiment à regarder enfin c'est très naïf hein, ce que je dis, mais c'est un moyen comme un autre de s'en sortir et de rester debout, je pense. Enfin c'est une des phrases du grand-père, c'est la réalité est un concept bourgeois. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est moi qui l'écris, ça. Ce serait la moindre des corrections, mais il y a effectivement ce côté-là, cet aspect de ceux qui ont moins que les autres et ceux pour qui ça peut devenir un problème peuvent s'affranchir de la réalité quand c'est trop dur, et c'est pas très grave et c'est même mieux, quoi. Du coup, le 8e mot-clé, c'est Planète Interdite. Planète Interdite. Qu'on a évoqué tout à l'heure, parce qu'il y a l'affiche dans le café. Mais... Planète Interdite, alors ça, c'est un film, et c'est aussi un rappel à l'ordre du personnage principal, qui est donc amoureux de la serveuse, mais qui très tôt s'est rendu compte que l'amour était un domaine qui lui était un petit peu interdit, notamment à cause de sa cicatrice. Il a décidé de pas s'autoriser de rêves qui le rendraient malheureux. Et donc la planète interdite, c'est tout ce où il a conscience, tout ce monde qui n'est pas fait pour lui, et il sait que ce monde existe, mais il sait que s'y frotter, c'est s'exposer à des souffrances. Et notamment cette relation avec la serveuse, il l'a trouvée au début sympa, après il l'a trouvée jolie, et puis il y a eu ce moment où il s'est dit elle est sympa, elle est jolie, elle est intelligente, je m'entends super bien avec elle, je suis quand même pas très loin de tomber amoureux, quoi. Et il sait qu'il peut pas se permettre de tomber amoureux, parce qu'il a peu, enfin c'est pas pour lui, quoi. Et donc cette affiche de Forbidden Planet vient lui rappeler régulièrement qu'il peut que s'il veut continuer à venir là, il faut qu'il accepte ça, il faut qu'il accepte cette drôle de relation qui s'autorise à être plus ou moins amoureux, enfin c'est une espèce d'amour, d'amitié amoureuse, mais en ayant ça à l'esprit, quoi. Donc finalement il accepte d'être amoureux, mais sans rien en attendre, et en essayant de faire en sorte de continuer à être heureux malgré ça. Moi je trouve que c'est une des...
Une des choses également les plus impressionnantes dans ce roman, c'est la façon dont ces motifs, enfin, et pour moi, Planète Interdite en est justement une illustration, c'est une affiche dans le café, c'est à la page 14 ou 15, et en fait c'est quelque chose qui irrigue en profondeur des dizaines et des dizaines de pages, et il y a un certain nombre comme ça de motifs qui sont discrètement placés dans le décor, et puis qui prennent leur puissance 80 ou 100 pages plus loin tout à coup, et en fait tout a bien été... Enfin, les bombes à retardement ont été placées, et ça paraît pas tout d'un coup à la première lecture, donc en plus c'est agréable parce que moi j'aime bien les livres qu'on peut relire, enfin c'est quand même plus sympathique que les livres qu'on peut oublier et jeter après les avoir lus. Et donc ouais, c'est particulièrement spectaculaire, je trouve. Enfin, voilà, c'est l'exemple moi qui me semblait, enfin c'est pas le seul, hein, mais c'est celui Oui, qui mais était parce le que, plus spectaculaire. et d'autant que lui, c'est vraiment un motif qui revient. Enfin, c'est vraiment c'est une alarme pour lui en fait cette affiche. C'est vraiment, il la regarde quand il sent qu'il est pas loin de se laisser aller, quoi. Et avant le dernier mot-clé, en fait, je vais te proposer de lire un dernier extrait. Alors, jusqu'où si tu... On avait dit. Ah, ici, jusqu'à... Il fait beau ce matin. J'aurais presque envie d'aller à la boulangerie pour que l'on me confirme l'information. La météo idéale pour prendre mon temps ou aller vérifier au bord du canal Saint-Martin si j'ai une gueule d'atmosphère. Mais pour avoir bien pratiqué ma gueule, j'abandonne les vérifications et me décide à aller au travail, histoire de ne pas me sentir esclave de la météo. Et surtout parce que le travail, c'est la santé et que je suis un pilier de l'entreprise et que sans moi, etc., etc. Midi d'un piolet, je gravis la montagne de poubelles qui bloque mon entrée. Lentement, après maints efforts, je parviens au sommet. Stupéfaction, il atteint le plafond. Une seule option, passer à travers. Fini l'escalade, l'heure est à la spéléologie. L'odeur manque quelque peu d'arrondi. Je tente de pousser un sac, mais un autre prend immédiatement sa place, comme un immense puzzle en 3 dimensions, dont toutes les pièces seraient interchangeables. Si je parviens à me faufiler entre 2 d'entre elles et à enchaîner la manœuvre, j'atteindrai certainement la porte. Je plonge les mains dans la masse, puis les bras jusqu'au coude. Je ne touche pas le bout, ce qui ne m'étonne pas outre mesure. Je respire un grand coup et enfonce la tête. Il fait sombre, il fait chaud. Le reste de mon corps s'y glisse à son tour. Je suis comme un ver, je me tortille, ondule et progresse centimètre par centimètre. Sur mon dos, le poids est révélateur du nombre d'ordures qui doivent se trouver là. De la main gauche, j'écarte un nouveau sac, tandis que de la droite, je cherche mon briquet. Il semble y avoir une espèce de petite grotte. À moins qu'il ne s'agisse de la porte, hypothèse peu crédible, mais à laquelle je ne peux m'empêcher de m'accrocher. La pierre crisse et la lumière m'enveloppe aussitôt. Là, dans un espace d'à peine plus d'1 mètre cube, j'aperçois Gérard, le voisin du 3e. Il est inconfortablement assis et manifestement désespéré. Il sauce une vieille boîte de sardines à l'aide d'un bout de pain. Post casse-croûte, me soufflait-il. Un chat ronronne à ses pieds. Rester ici serait ma perte, je ne veux pas être le prochain Gérard. Alors, ouais, j'adore ce passage, enfin il y en a quelques-uns comme ça, parce que c'est... enfin, avant donc on en vienne au mot-clé, mais c'est... je trouve qu'il y a deux éléments, enfin dans cette transformation du réel, on finira probablement par ça, mais qui se produit au fil du roman, enfin sous la force de la littérature. Il y a le fait que dans ce café, au départ totalement anodin, en fait, va se construire une espèce de, en direct, une espèce de récit, de saga par épisode où presque littéralement le monde entier vient écouter en fait le récit vespéral en fait du narrateur. Et puis il y a le fait qu'au départ, par un accident, le fait qu'une concierge soit décédée et que c'est elle qui sortait les poubelles, bah, il y a un espèce d'effet d'entraînement cataclysmique où on arrive à ce genre de situation. Et ça, je trouve ça magnifique d'avoir saisi ces endroits pour faire basculer justement le réel. Et donc le mot était simplement déchets ménagers. Déchets ménagers. C'est un joli mot. Les déchets ménagers, donc voilà, comme l'a expliqué Hugues, c'était donc au tout début du livre, la concierge meurt. Et donc lui, et comme tous les locataires qu'on ne connaît pas dans le livre, à part le fameux Gérard du 3e étage, personne ne fait l'effort de sortir la première poubelle.
personne ne fait l'effort de sortir la deuxième poubelle. Et ce qui fait que la concierge soit morte, elle était peut-être... Il a trouvé plutôt sympathique d'ailleurs, mais d'ailleurs au début, il est un petit peu... Ça l'embête de pas être ému plus que ça par le décès de sa concierge. Mais en même temps, ça l'embête encore plus d'avoir ce problème d'ordures à régler. Il sait pas s'il doit les prendre, s'il doit les sortir, si tout le monde doit les sortir. Ils savent pas comment s'organiser. Ils sont complètement démunis. Cette situation a été gérée depuis des dizaines d'années et là, ils se retrouvent à pas savoir quoi faire. Et donc, les poubelles s'accumulent et s'accumulent. Et ce qui fait qu'au lieu de les sortir dans la rue ou de voir avec une déchetterie, il décide, enfin un des personnages en tout cas, décide de creuser un tunnel au milieu de ces ordures, assez bien équipé, avec un système de poutres, de lumière, pour pouvoir traverser... Comme Gaston Lagaffe dans les archives. Voilà, exactement. Pour pouvoir traverser et sortir de chez lui, pour pouvoir rentrer chez lui. Et effectivement, comme le notait Hugues, c'était pour moi assez important. Disons que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à partir du moment où il accepte de se retourner vers son passé, il commence à voir le monde comme son grand-père le lui avait appris. Donc, son imagination, ses fantasmes commencent à se mélanger avec son présent. Donc tout à l'heure, Hugues prenait l'exemple du monde de l'entreprise, avec ce comptable qui commence à rédiger des notes de frais délirantes, par exemple. Donc le monde de l'entreprise commence à dérailler. Dans le bar, il commence à y avoir de plus en plus de gens qui arrivent, des cartes japonais qui viennent assister à ces récits. Et chez lui, ça se manifeste encore différemment par une espèce d'amoncellement donc de sacs poubelles, qui lui permet aussi de savoir un petit peu la manière dont se nourrissent ses voisins, ce qui l'intéresse un petit peu. Voilà. Alors moi, ce que j'ai peut-être le plus aimé dans ce roman, c'est au-delà de cette façon de s'emparer d'éléments qui appartiendraient à ce que Pierre Michon appellerait des vies minuscules, tu vois, mais des éléments qui sont très très ténus, très quotidiens, et en apparence assez banals. C'est pour ça que ça m'a aussi fait beaucoup penser, dans un registre complètement différent, au travail de mettre de la magie dans les villes, en fait, qui est le livre de Frédéric Fiolof, paru chez Quidam également ce mois-ci. Et voilà, ce qui m'a frappé, c'est que sur ce matériau-là, il y a vraiment une histoire, et que c'est cette histoire mystérieuse, en fait, cette plongée dans le passé qu'il faut déverrouiller, en fait, ou qui se déverrouille. Moi, ça m'a semblé être vraiment l'histoire de la poésie et de la littérature. C'est quand même un roman qui, tout en nous offrant un récit passionnant, drôle, subtil, utilisant plein de registres différents, en même temps, du début à la fin, montre, et non pas, et pas sous forme d'essai, en fait, sous forme de démonstration, ce que la littérature peut faire au monde, en fait, la façon dont elle peut le transformer, par le pouvoir d'imagination, ce qui était la clé probablement utilisée par le grand-père et transmise, mais aussi par le pouvoir du contact avec un public, avec la recherche d'une audience, avec le fait de trouver son audience, de tenter des choses. Il y a, je pense, certains paragraphes ou chapitres qui peuvent se lire comme une exploration de la littérature expérimentale, enfin, des choses qui sont, tiens, bah ça va pas plaire à certains types de publics. Et alors, ça pour voilà. enfin, moi, c'est pas une question que je me pose en rédigeant, mais quand tu parlais de littérature expérimentale, je me suis souvent posé la question par rapport à B.S. Johnson, par exemple, qui est un auteur que j'ai beaucoup aimé, et à qui, ça fait partie de ces auteurs à qui un jour j'aimerais vraiment rendre hommage à l'occasion d'une histoire, parce que effectivement, pour le coup, il y a un vrai risque, un vrai parti pris, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour les écrivains qui ont un parti pris d'écriture pour lesquels, enfin, qui font confiance à l'intelligence du lecteur, en disant enfin, l'intelligence, ou au moins qui font confiance au lecteur, qui leur disent voilà le point de départ, vous acceptez pas, si vous acceptez pas, c'est plus mon problème, mais si vous acceptez, on arrête de se poser des questions et je vous raconte une histoire, quoi. Et c'est pour ça que sur le côté expérimental, alors je sais, enfin, moi j'ai pas vraiment l'impression d'avoir écrit un livre expérimental, mais en tout cas, c'est pas du tout à ce que je voulais dire. Oui, non, bien sûr, mais
Mais en tout cas, un livre libre, en tout cas, je pense avoir écrit un livre assez libre, et dans lequel je me dis, peut-être que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est pas très grave, en fait. Ceux qui rentrent dedans et qui acceptent de rentrer dedans, euh, diront l'histoire que je leur ai racontée, quoi. Je trouvais que le narrateur lui-même, tu vois, en explorant simultanément, justement, et un peu comme une sorte d'escalier encombré d'ordures, précisément, hein, en explorant à la fois le réel et son propre passé, les deux en parallèle, qu'en fait, il construit en fait la littérature quasiment avec un grand bien L, sûr. parce que il se pose en fait des questions qui sont non pas des questions, enfin qui sont jamais posées comme si c'était des questions d'auteur, mais en pratique, ce sont des questions d'auteur. C'est-à-dire, et comment je vais présenter tel fait, est-ce que là j'ai su trouver le ton juste, est-ce que en fait je suis pas en train de me fourvoyer, enfin, et ça j'ai l'impression, enfin, n'étant pas écrivain moi-même, mais que c'est des questions qui hantent de façon plus ou moins sous-jacente les écrivains. Il y a quand même toujours un doute intime dans l'écriture, et que le narrateur en fait a fait aussi une sorte de dramaturgie en fait de ce doute. Je pense, et puis il y a la question de la porte d'entrée, qui est une question moi que je me suis beaucoup posée pour celui que j'ai commencé à écrire là. Est-ce qu'il y a des thèmes forts, il y a bah, la cicatrice du début du livre, hein, c'est ça. Enfin, ça fait partie des choses qu'on a en nous et qu'on a envie d'explorer. Mais après, il faut trouver la bonne porte d'entrée pour le bon chemin pour y aller. Et, et effectivement, quel que soit c'est ça, quelle que soit l'histoire qu'on veut raconter, il faut choisir quel chemin on va emprunter. Et lui, c'est peut-être c'est ce qui lui a manqué en fait tout ce temps, jusqu'à ce qu'il sorte la photo de son grand-père. Et plutôt que de raconter la tragédie vraiment du début de sa vie, il se rend compte, il utilise la carte papy. Et il se rend compte surtout que au cours entre le moment où il lui est arrivé ce qui lui est arrivé et le moment où il raconte l'histoire, finalement, il lui est arrivé quand même pas mal de belles choses et qu'il a beaucoup souri, qu'il a beaucoup ri. Mais ça, il a fallu, c'est un déclic, c'est quelque chose qu'il avait oublié et, et que ses amis lui ont donné en quelque sorte. Et c'est vrai qu'à chaque fois, hein, il sait pas trop parce que soir après soir, donc il raconte de nouveau son histoire. Et les premiers jours, il sait pas trop comment s'y prendre, il sait pas par où commencer, il hésite, et puis il y a un mot qui vient déclencher l'histoire, et il raconte ça, et puis et puis c'est les histoires de son grand-père qui est un petit peu fantasque aussi, donc c'est presque de l'ordre du conte. Et il parle à des amis, donc il sait pas dans quelle mesure ce qu'il va leur raconter, il sait justement tout à l'heure tu parlais de bienveillance, il sait qu'il peut le faire parce qu'il est entouré de bienveillance, mais il sait que ces histoires tiennent pas complètement debout non plus, quoi. Mais que c'est pas grave, que c'est ce qu'il a en lui, que c'est ce qu'il a envie de raconter. Ouais, c'est ce que je trouve magnifique à la fin, enfin vraiment justement quand on arrive à percer le mystère de la cicatrice, où on s'aperçoit, en tout cas moi c'était mon cas, que finalement résoudre le mystère n'est pas le plus important. La chose importante c'était le chemin qu'on a suivi pour y arriver, enfin et le chemin tout dans l'épaisseur en fait de la page et du récit. Et j'ai trouvé très beau, et ça je pense que c'est normal que ça plaise à des lectrices, des lecteurs et des libraires, tout particulièrement que ça éveille un écho, c'est que ce soin en fait personnel et ce réenchantement du quotidien qui sont quand même à l'œuvre tout le long, ils viennent non pas d'un travail analytique dans le double sens, c'est-à-dire ni d'une cure analytique thérapeutique, ni d'un travail justement d'analyse du réel, alors que c'est quelqu'un qui est un homme de chiffres, mais qui vient effectivement du pouvoir du récit, l'imagination, de la fabulation, où finalement oui, dans ce que racontait le grand-père, il y avait probablement c'est une évidence, des masses de bobards, de trucs qu'un gamin de 6 ou 7 ans pouvait gober, puis ensuite un gamin plus âgé se dit, mais non, quand même, c'est bizarre, c'est sûr. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça participe justement de cette... Oui, puis je sais plus si j'en parle, mais c'est comme avec le Père Noël, il y a ce moment où on sait qu'il n'existe plus, mais où on continue d'y croire parce que on continue de faire semblant d'y croire parce que ça fait partie de la magie de ce mois de décembre. On continue à faire la fête, on continue à pas trop savoir ce qui se passe, si quelqu'un se déguise, etc. On veut pas savoir. Et je pense qu'il a vécu vraiment. Enfin, le personnage a vécu un petit peu dans tout ça,
Sauf que ça a été prolongé, ce moment où la vie est entre le rêve, l'imagination, et voilà, il a grandi, il a vraiment grandi dans ce bain-là, quoi. Voilà, donc pour conclure en quelque sorte, je veux dire, avant qu'on puisse continuer les conversations, souvent plus particulières autour de quelques vers, le cas échéant, moi c'est vraiment un des romans qui m'a le plus impressionné dans mes lectures récentes et même moins récentes. Sur ces 40 dernières années, tu me disais. Voilà. Et surtout, enfin bon, après on peut dire, souvent on dit ça chez Karim, mais c'est pas vrai, c'est pas systématique. C'est, je pense, un roman qui peut plaire à beaucoup de types de lecteurs ou de lectrices différents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une telle épaisseur en fait dans ce roman, une épaisseur dans le bon sens du terme, hein, au sens d'une richesse, qu'on peut l'aborder en fait par pas mal de chemins différents, qu'on est vraiment guidé dans un climat qui est à la fois un peu féerique, fantasmagorique et en même temps avec une sorte de bienveillance très intelligente, qui est pas du tout complaisante, c'est pas du tout Yukaidi Yukaida, hein, loin de là. Il y a aussi une certaine dureté hein, dans les choses. Et du coup, ça en fait véritablement le cadeau idéal pour Noël pour à peu près tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire vos provisions dès maintenant. Voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette soirée.